Je dois à la vérité de confesser que certains récits de ma longue association avec Sherlock Holmes ne furent pas mis sur le papier tant que vécurent ceux dont l'honneur eût été irrémédiablement compromise par leur publication. Parmi ces affaires silencieusement enfermées dans le tiroir de mon bureau, il en est une qui demeura longtemps associée à un étrange petit appareil de laiton et de bakélite, reposant dans son étui de cuir parmi mes carnets. Aujourd'hui, alors que les années ont émoussé bien des susceptibilités et que les acteurs principaux ont quitté la scène, je puis enfin livrer au public fidèle de mon ami une relation exacte de ce que j'appellerais l'affaire du cylindre de la 3e classe. Au moment où les faits que je m'apprête à rapporter se produisirent, Holmes et moi habitions encore le célèbre appartement de Baker Street, sous le toit hospitalier de notre infatigable logeuse. C'était un matin d'automne, noyé dans un brouillard jaunâtre qui transformait les fiacres en ombres glissant le long de la chaussée et faisait luire d'une pâleur inquiétante les lampes à gaz toujours allumées. Je lisais paresseusement un journal du matin, tout en luttant contre une certaine somnolence que favorisait la chaleur du feu de cheminée et le fauteuil moelleux dans lequel je m'étais laissé tomber. Quant à mon compagnon, il était étendu de tout son long sur le canapé, les mains jointes derrière la tête, le regard perdu vers le plafond taché par la fumée de tabac, plongé dans ce demi-rêve cérébral où son esprit travaillait avec une intensité silencieuse. Je savais, à certains imperceptibles signes, qu'une affaire saturait déjà son esprit, et que le moindre stimulus venu du monde extérieur suffirait à le faire jaillir de sa torpeur apparente comme un sprint se détend lorsqu'on en relâche la pression. Docteur, inspecteur Lestrade et un gentleman demandent à vous voir, monsieur Holmes. La voix de notre bonne madame Edson, un peu essoufflée par la montée de l'escalier, retentit sur le palier et me tira brusquement de ma lecture. Holmes se redressa comme animé par un ressort, et la lueur d'intérêt aigu que je lui connaissais bien passa dans ses yeux gris. Faites-les entrer, je vous prie, madame, et soyez assez bonne pour nous apporter ensuite du thé bien chaud. Lestrade de Scotland Yard franchit le seuil le premier, le chapeau encore humide de brouillard à la main, le visage marqué par de courtes nuits de service et peut-être aussi par le souci que laissait deviner la ride entre ses sourcils. Derrière lui venait un homme grand, sec, vêtu avec une élégance un peu agressive, dont la barbe taillée de près et le regard froid tressaient à la fois l'orgueil de la réussite et une habitude incontestée de donner des ordres. En le voyant, Holmes eut un imperceptible mouvement du menton, comme si un souvenir s'était imposé à lui. Approchez, Lestrade, vous avez l'air d'avoir troqué votre sempiternel petit voleur de gousset contre un poisson d'une autre taille. Je vous remercie, Holmes, et je ne vous cacherai pas que cette fois l'affaire dépasse largement ma petite personne. Permettez que je vous présente Sir Alastair Kelton, maître de forge du Yorkshire, que le ministère de l'Intérieur nous a enjoint d'assister de notre mieux. Monsieur Holmes, je n'ai pas coutume de recourir à des détectives privés, mais la situation est si singulière que le ministre m'a presque ordonné de venir vous trouver. Prenez place, Lestrade, et vous aussi, Sir Alastair. Ce tapis a déjà porté de plus modestes criminels et de plus grands innocents. Il ne s'offusquera pas de vos bottes. Lestrade esquissa un sourire fatigué, tandis que le grand industriel jetait un regard autour de lui, mêlé de curiosité et d'un certain dédain mal dissimulé pour la simplicité de notre salon. Il tenait à la main une sorte de coffret de cuir brun qu'il serrait avec une force telle que ses articulations en blanchissaient. Vous avez apporté avec vous non seulement votre personne, Sir Alastair, mais encore, si je ne me trompe, la clé même de cette affaire. Vous êtes prompt à conclure, monsieur Holmes, mais il est vrai que cet objet joue un rôle central dans le drame qui menace mon nom et mon sang. Avant de vous écouter, permettez-moi de vous dire, afin que nous ne perdions pas de temps, que vous venez de la gare de Saint-Pancras plutôt que de Scotland Yard, que vous n'avez pas dormi la nuit dernière et que vous avez pris le train de nuit en direction du nord. Sir Alastair fronça les sourcils, jeta un coup d'œil à son manteau encore couvert de quelques grains de suie, puis se tourna vers Lestrade d'un air où l'étonnement le disputait à l'irritation. L'inspecteur a donc déjà tout raconté à ce monsieur. Je vous jure que je n'ai rien dit de plus que votre nom, Sir Alastair. Ce n'est pas Lestrade qui parle, Sir, mais votre manteau, vos bottes, votre col froissé et cette odeur particulière de fumée de charbon et d'huile qui n'appartient qu'au train de nuit de la ligne du Nord. Je vis l'industriel frémir et sa main se crispa un peu plus sur le coffret de cuir. Très bien, monsieur Holmes, puisque vous connaissez déjà la moitié du chemin, je n'hésiterai pas à vous confier le reste, pourvu que vous compreniez que cette affaire ne doit en aucun cas devenir un sujet de scandale pour les journaux.
Les journaux, Sir Alastair, se nourrissent d'imagination quand les faits leur manquent, et notre tâche est justement de leur en laisser le moins possible. Parlez avec toute la franchise dont vous êtes capable, et laissez au docteur Wotton le soin de décider un jour de ce qui pourra être publié ou non. Habitué désormais aux brusques offres de mon ami, je m'inclinai en silence, comprenant que cette phrase marquait déjà, pour lui, la qualité de l'aventure qui s'ouvrait devant nous. Ce coffret contient un appareil nouveau, une invention américaine que j'ai récemment adoptée dans mes usines. Il permet, grâce à un cylindre de cire, d'enregistrer la voix et de la reproduire à volonté, ce qui est fort utile lorsqu'il s'agit de dicter des lettres ou de conserver des témoignages exacts. Un dispositif d'enregistrement de la parole, voilà qui est du plus haut intérêt. Docteur, nous avons là un témoin qui ne sait ni mentir ni se contredire. Holmes tendit la main avec avidité vers le coffret, mais l'industriel enleva légèrement le couvercle avant de le refermer d'un geste brusque. Vous comprendrez pourquoi je préfère vous exposer d'abord les faits, Monsieur Holmes, avant de laisser parler cette machine. Soit, Sir Alastair, mais veillez à ce que votre propre récit ne trahisse pas plus la vérité que ne pourrait le faire celle de votre cylindre. L'affaire, Holmes, est simple en apparence, mais les circonstances politiques la rendent d'une extrême délicatesse. Le fils de Sir Alastair a disparu d'un compartiment fermé à clé sur la ligne du Nord, en compagnie de l'interprète que ce gentleman emploie depuis des années pour traiter avec ses ouvriers étrangers et ses correspondants du continent. Un léger tremblement passa sur le visage de Sir Alastair, dont l'assurance hautaine se fissura un instant. Thomas est mon fils illégitime, Dr. Wotton, un jeune homme que j'ai fait élever loin de la lumière publique et que je venais d'installer dans une position plus digne de son sang. Il a été enlevé sous mes yeux, pendant que je dormais comme un imbécile, et on voudrait aujourd'hui faire de cette ignominie un symptôme d'un complot anarchiste contre ma personne et ma classe. Commençons par le commencement, Sir Alastair, et racontez-nous votre voyage avec la précision d'un registre de paix, en omettant le moins petit détail possible. Sir Alastair prit une profonde inspiration, s'assit enfin sur le fauteuil que Holmes lui indiquait, puis posa le coffret sur ses genoux comme un fardeau lourd et précieux. Hier soir, nous avons pris, Thomas, mon interprète Jean Kovacsek et moi, le train de nuit de la ligne du Nord au départ de Saint-Pancras, destination Leeds. Je voyage toujours en première classe, pour des raisons évidentes de confort et de sécurité, et nous occupions un compartiment réservé, donnant sur le couloir, dont la portière peut être verrouillée de l'intérieur. J'avais avec moi cet appareil que je tenais à expérimenter durant le trajet afin de dicter quelques instructions et un projet de contrat, et je l'ai placé sur la tablette rabattable devant moi. Je voyais déjà se dessiner, comme une esquisse sur le papier, cette scène de compartiment clos, avec ses banquettes de velours, la lampe oscillante et la fenêtre donnant sur la nuit. Thomas était assis en face de moi, Jean à ma droite, et nous avons commencé par parler d'affaires banales, de chiffres, de livraisons, de négociations avec des fournisseurs tchèques et allemands. À un certain moment, j'ai mis le cylindre en marche pour enregistrer un résumé de ce que nous disions, et Jean s'est mis à traduire, pour l'exercice, un extrait de tract ou d'article ouvrier qui circulait parmi nos employés étrangers. Je voulais entendre de ma propre oreille comment ces gens parlent de nous, afin de mieux déjouer leur intrigue. Holmes eut un léger mouvement de tête, comme si cette remarque confirmait une opinion qu'il nourrissait depuis longtemps sur une certaine espèce d'industriel. Plus tard, le garçon du wagon-restaurant est venu prendre commande pour le thé, et nous avons bu chacun une tasse, après quoi je me suis senti soudainement lourd et somnolent, sans raison valable. Je me souviens d'avoir essayé de lutter contre ce sommeil, d'avoir senti ma tête tomber sur ma poitrine, et d'avoir entendu, comme à travers une eau épaisse, un cri, un fracas de verre, puis le roulement monotone des roues reprendre. Quand je me suis enfin réveillé complètement, le train entrait en gare de Leeds, la lampe oscillait doucement, la fenêtre du compartiment était entr'ouverte, un carreau brisé, et ni Thomas ni Jean ne se trouvaient plus là. La main de Sir Alastair tremblait légèrement, mais sa voix conservait une fermeté hautaine, comme s'il refusait à quiconque le droit de mesurer l'ampleur de son inquiétude. La portière était pourtant encore verrouillée de l'intérieur, et le chef de train m'a assuré qu'aucun arrêt imprévu n'avait eu lieu dans les sections où les portières sont censées rester closes. Tout ce que j'ai trouvé sur la banquette, c'est le carnet de Jean, un foulard de Thomas, et l'appareil, tombé sur le tapis, avec le cylindre arrivé à son terme. La compagnie a fait fouiller la voie sur plusieurs mines, Holmes, mais aucun corps, aucun signe de chute en marche n'a été relevé, et les gares intermédiaires n'ont signalé aucun incident.
Vous avez donc, outre le récit de Sir Alastair et celui des employés du chemin de fer, un témoin silencieux qui a enregistré une part de ce qui s'est passé. Justement, Holmes, et c'est ce cylindre qui a mis le feu aux poudres dans certains journaux, vous le comprendrez en l'écoutant. Voilà qui devient de plus en plus intéressant. Docteur, vous voyez combien le hasard se plaît à jeter sur notre chemin des énigmes où la science la plus récente sert de masque à la vieille perversité humaine. Holmes se leva, s'approcha de la table et d'un geste de la main invita Sir Alastair à poser le coffret devant lui. Voici la machine, monsieur Holmes, et voici le cylindre sur lequel tout repose. L'objet avait la taille d'un petit coffret à bijoux, avec une manivelle sur le côté et un cylindre brunâtre monté sur un axe, auquel était appliquée une sorte de cornet métallique. J'avais déjà entendu parler de ces inventions, mais je n'en avais jamais vu de si près, et j'étais curieux de constater par moi-même la fidélité de leur mémoire. Mettez donc en marche, Sir Alastair, et laissons cet autre chroniqueur nous raconter sa version. Sir Alastair tourna la manivelle, un crissement faible se fit entendre, puis une voix sortit du cornet, nasillarde mais reconnaissable, celle du maître de forge lui-même. Vous entendez ma propre voix, messieurs, qui dicte quelques chiffres, des termes de contrat, rien de compromettant. La voix enregistrée parlait, en effet, d'action, de pourcentage, de livraison de charbon et de limitation d'horaire, sur un ton sec et autoritaire qui ne laissait guère de doute sur la façon dont l'homme s'adressait à ses subordonnés. Puis se fit entendre une autre voix, plus jeune, hésitante, que je reconnus aisément pour être celle de Thomas, posant une question sur la durée d'un engagement. Une troisième voix, plus chaude, au timbre légèrement roulé, prit alors la parole, et Sir Alastair nous assura qu'il s'agissait de celle de Jean Kovacsek qui lisait un passage traduit d'un texte étranger. C'est là que cela devient troublant. Écoutez bien. De la voix de l'interprète montaient des mots que je ne comprenais pas, dans une langue dure et chantante tout à la fois, entrecoupés de quelques transitions en anglais qui trissaient la fonction de pont que remplissait cet homme entre deux mondes. Tout à coup, un bruit de chaises renversées, un juron étouffé dans cette même langue étrangère, un cri bref, puis un fracas de verre, comme si une vitre venait d'éclater, se succédèrent avant que le roulement des roues ne reprenne, bientôt recouvrant tout sous un grésillement final. Sir Alastair arrêta la manivelle et le silence retomba sur notre salon comme un voile brutal. Vous comprenez, Holmes, pourquoi certains journaux ont déjà parlé d'un attentat anarchiste. Sir Alastair soutient que ce cri est celui de son fils et que les mots de l'interprète sont des menaces. Vous soutenez, Sir Alastair, que ce que nous venons d'entendre correspond au moment même où vous avez sombré dans votre étrange sommeil. J'en suis convaincu, monsieur Holmes, et les temps sont assez troublés pour que des agitateurs socialistes veuillent frapper un grand industriel de ma classe à travers son propre sang. Votre conviction est chose respectable, Sir, mais elle n'est pas encore preuve, et vous ne m'en voudrez pas si je traite ce cylindre comme je traiterais n'importe quel témoin humain, en m'efforçant de démêler ce qui nous dit réellement de ce que nous voulons qu'ils disent. Holmes s'assit, referma un instant les yeux et demeura immobile, comme s'il cherchait à isoler certains sons dans le magma de bruit qui venait de nous être jeté aux oreilles. Je savais qu'il prêtait attention à tout ce que mon oreille profane ne percevait pas, à la cadence du roulement, au sifflet au loin, au timbre de la voix elle-même. Nous réécouterons ce cylindre à tête reposée, plus d'une fois, docteur, car il contient non seulement ce qui nous donne à entendre, mais encore ce qui dissimule par sa propre structure. Pour le moment, je voudrais interroger l'homme de chair plutôt que l'homme de cire. Sir Alastair, depuis combien de temps employez-vous Jean Kovacsek, et quel rôle exact joue-t-il dans vos affaires? Voilà près de 10 ans que cet homme travaille pour moi. Monsieur Holmes, je l'ai rencontré lors d'une négociation à Pride, où ses talents de linguiste m'ont frappé. Il parle l'allemand, le tchèque, le français, et même un peu le russe, ce qui le rend précieux pour traiter avec la main-d'œuvre étrangère et certains partenaires du continent. C'est un employé efficace, je le reconnais, mais ses idées politiques sont dangereuses, et je sais qu'il fréquente des réunions où l'on conteste la légitimité même de notre position sociale. Vous l'avez donc gardé à votre service malgré ses sympathies, ce qui ne manque pas d'audace pour tuer un homme si soucieux de sa sécurité. Je ne supprime pas un outil utile sous prétexte qu'il a des bords tranchants, monsieur Holmes, tant que je suis celui qui le tient. Et votre fils, comment s'entendait-il avec ce même interprète?
Thomas a de la tête et du cœur, mais il est encore malléable, et je crains que Kovacsek n'ait profité de ses leçons de langue pour lui fourrer dans la tête des idées de révolte et de justice sociale. Holmes lança un regard oblique vers moi, comme pour me dire combien le mot justice peut prendre des sens différents selon les lèvres qui le prononcent. Vous avez dit que vous aviez bu le thé avant votre assoupissement. Sir Alastair, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans son goût? À rien de particulier, si ce n'est qu'il m'a semblé un peu plus amé que d'ordinaire, mais j'ai mis cela sur le compte de la qualité de l'eau. Vous vous êtes endormi seul, ou avez-vous vu votre fils et l'interprète sombrer dans le même engourdissement? Je me souviens de Thomas qui parlait encore, puis plus rien, et je n'ai pas vu Jean fermer les yeux, car je luttais déjà contre le sommeil. Lestrade, quel a été le résultat des analyses pratiquées sur la tasse de Sir Alastair? Les experts de la police ont relevé des traces d'un sédatif léger, Holmes, une substance utilisée parfois comme calmant, mais rien de proprement criminel, du moins en petite dose. Assez pour alourdir les paupières d'un homme fatigué par une journée d'affaires, toutefois, et pour lui rendre confuse la mémoire de ce qui suit. Holmes se leva et se mit à arpenter la pièce, les mains croisées derrière le dos, son regard tourné vers le tapis comme s'il y lisait la carte invisible du voyage nocturne. Nous avons un compartiment clos, un homme qui s'endort, deux compagnons qui disparaissent, une fenêtre brisée, un appareil d'enregistrement qui donne une scène sonore que tout le monde prend pour une photographie exacte du drame. Nous avons aussi un interprète, c'est-à-dire un homme dont la fonction même est de se tenir à la frontière des langues et des récits, de choisir quel mot franchisse le pont et quel autre tombe dans l'abîme. Croyez bien, Lestrade, que je me méfie autant de la parole traduite que de la parole enregistrée lorsque l'une et l'autre passent par les mains d'un seul homme. Que proposez-vous, Holmes, car le ministère attend un résultat, et il ne sera pas satisfait d'une leçon de philosophie. Je propose, Lestrade, que nous prenions, ce soir même si possible, le même train, dans un compartiment aussi semblable que possible à celui de Sir Alastair, et que nous laissions la ligne du Nord nous parler à son tour. Cette idée sembla surprendre l'industriel, qui se redressa vivement. Vous voulez que je refasse le voyage, Monsieur Holmes, comme un criminel que l'on ramène sur les lieux de son forfait. Comme un témoin que l'on confronte à sa propre mémoire, et comme un homme qui tient à retrouver son fils. Docteur, si votre pratique vous le permet, je vous demanderai de nous accompagner, car il ne serait pas prudent de laisser Lestrade seul face à deux hommes qui manient aussi bien la plume que la dynamite. Je répondis aussitôt que ma clientèle pouvait bien se passer de moi pour une nuit, dès lors qu'il s'agissait de servir une fois encore le génie de mon ami. J'irai obtenir sans tarder les laissez-passer nécessaires auprès de ma hiérarchie, Holmes, et je veillerai à ce que le compartiment voisin reste vide pour que nous puissions observer sans être observés. Excellent. Lestrade, pendant ce temps, Sir Alastair, je vous prierai de me laisser cet appareil et son cylindre, afin que je les fasse écouter à une oreille plus experte en langue étrangère que la nôtre. Je ne tiens pas à ce que le contenu de ce cylindre tombe entre toutes les mains, Monsieur Holmes. Soyez rassuré, Sir. L'homme à qui je pense n'a d'autre loyauté que celle de la vérité linguistique, et il ignore jusqu'à votre existence. Après quelques protestations de principe, l'industriel finit par céder l'appareil à Holmes, non sans le regarder comme un père qui confierait un enfant à un médecin étranger. Lorsque nos visiteurs furent repartis, Holmes s'abattit sur son fauteuil, alluma sa pipe et demeura silencieuse un long moment, tandis que la fumée s'enroulait en volutes bleuâtres au-dessus de sa tête. Je savais qu'il ne fallait pas l'interrompre dans ces instants où ses pensées se livraient à une sorte de danse interne, cherchant les positions d'équilibre les plus improbables. Remarquez, docteur, comme nous avons déjà 3 niveaux de récit dans cette affaire, ce qui en fait un terrain rêvé pour qui aime démêler les fils emmêlés. Il y a le récit de Sir Alastair, plein de certitudes de classe et de préjugés, celui de la police, fait de règlements et de rapports, et enfin celui de ce cylindre que tout le monde traite comme un oracle infaillible. Il est du devoir de tout esprit sain de se défier de ces 3-là, et de chercher, derrière eux, la petite voix discrète des faits bruts. Je ne pus m'empêcher de sourire en songeant que, pour Holmes, cette petite voix-là avait souvent l'accent d'une empreinte de boue sur un tapis ou d'une cendre de cigare sur une manche. Dans l'après-midi, Holmes sortit seul pour rencontrer l'ami linguiste auquel il avait fait allusion, me laissant avec la consigne de réécouter attentivement le cylindre et de noter tout ce qui me frapperait. Je ne puis dire que mes observations eussent la finesse de celles de mon compagnon,
mais le devoir m'oblige à rapporter que certains détails finirent par se détacher pour moi du brouhaha général. Je remarquai notamment un sifflement lointain qui se répétait régulièrement, comme le signal d'un pont métallique, et un changement subtil dans le rythme des roues juste avant le cri. Lorsque Holm revint, le soir venu, son regard brillant me dit qu'il avait obtenu ce qu'il voulait. Mon ami le linguiste m'affirme que les mots prononcés par Kowalczyk ne sont en rien des menaces, docteur. La formule qu'il emploie dans sa langue équivaut à peu près à ceci dans la nôtre. Je cite « Courage petit frère, c'est le moment ». Cette traduction, si simple en apparence, jeta pour moi une lumière nouvelle sur la scène enregistrée. Ce n'était plus le cri d'un bourreau s'acharnant sur sa victime, mais l'encouragement d'un complice à l'instant décisif. Vous voyez, Watson, comme un simple glissement de perspective peut transformer un appel de violence en un appel de libération ou l'inverse. Il en va de même pour ce cylindre qui a fixé pour la police l'illusion d'un enlèvement sur la voie, alors que tout temps a montré que le drame s'est joué ailleurs. Holm déplia une carte de la ligne du Nord qu'il avait obtenue auprès de la compagnie et la posa sur la table à côté de l'appareil. Écoutez, docteur, à mesure que les roues roulent, elles battent une mesure qui change selon la nature du sol et des ouvrages d'art. J'ai fait hier soir un petit voyage d'essai avec ce cylindre pour comparer les rythmes, et je puis vous assurer que la portion où l'on entend le cri correspond à un viaduc métallique situé à quelques milles seulement de Saint-Pancras. Je laissai échapper une exclamation, stupéfait de constater encore une fois jusqu'où pouvait aller la minutie de mon ami. Autrement dit, Watson, la scène enregistrée a été capturée avant que le train n'ait pris vraiment de la vitesse, probablement alors qu'il était encore proche de Londres, peut-être même à l'arrêt. Ce que nous entendons n'est pas l'instant de l'enlèvement, mais une petite pièce soigneusement préparée en amont destinée à orienter l'enquête dans une direction commode. Vous voulez dire qu'ils ont mis en scène un faux tumulte pour le cylindre, puis qu'ils ont, plus tard, disparu tranquillement à une gare? C'est exactement ce que je crois, docteur, et je compte bien, ce soir, vérifier cette hypothèse en utilisant notre meilleur instrument de mesure, à savoir l'horloge de la ligne elle-même. Ainsi se préparait notre expédition nocturne qui devait nous emmener sur les traces de ce train et nous placer, pour quelques heures, dans la peau même de ce que nous poursuivions. La nuit tombait lorsqu'un fiacre nous conduisit, Lestrade, Holm, Sir Alastair et moi, vers la gare de Saint-Pancras, dont la grande façade gothique se dressait telle une forteresse de briques dans le brouillard. Les lampes à gaz jetées sur les pavés humides des hallos tremblants, et dans la vaste halle retentissait ce mélange de sifflets, de cris de porteurs et de roulements de chariots qui forment la musique propre aux grandes gares. J'ai obtenu un compartiment voisin de celui que vous occupiez la nuit dernière, Sir Alastair, et j'ai demandé qu'on laissât celui d'hier inoccupé afin que nous puissions l'examiner. Je vous suis, inspecteur, même si je préférerais 1000 fois une réunion de directeur à cette promenade dans les couloirs d'un train. Nous gagnâmes le quai où fumait l'Express du Nord, long serpent de fer dont les fenêtres éclairées se découpaient dans la nuit comme une enfilade de rectangles dorés. Dans le compartiment que nous avait réservé Lestrade, la lampe, le velours des banquettes, la petite tablette pliante, tout rappelait le décor décrit par Sir Alastair. Installez-vous, docteur, nous allons nous laisser porter par cette bonne machine et écouter ce qu'elle a à nous dire. Holmes avait apporté l'appareil d'enregistrement, mais il se garda bien, cette fois, de mettre le cylindre en marche, se contentant d'ouvrir la fenêtre pour mieux entendre les bruits extérieurs. Lorsque le train se mit en branle, le roulement des roues se fit d'abord hésitant, puis régulier, et je vis mon compagnon fermer les yeux pour mieux sentir les variations. Remarquez, Watson, le bruit sourd des traverses de bois, puis soudain ce son plus clair, presque métallique, c'est la signature du viaduc dont je vous ai parlé. À l'instant où nous franchissions ce pont invisible, Holmes me pressa le bras. C'est là, docteur, que le cylindre situe sa petite tragédie sonore, à un moment où le train est encore proche de Londres et où descendre en gare ne présenterait aucun risque. Il laissa la fenêtre se refermer, puis nota sur son carnet l'heure exacte indiquée par sa montre en la comparant au tableau des horaires qui pendait dans le compartiment. Durant le reste du trajet, il demeura pensif, tandis que Lestrade, un peu mal à l'aise, feignait de dormir et que Sir Alastair regardait obstinément dans le vide. Nous descendîmes dans une petite gare industrielle où Holmes souhaitait s'arrêter, laissant l'Express continuer sa route, et ce fut là qu'il donna la première forme complète à sa théorie.
Imaginez, Watson, que Kovaček, profitant de la curiosité de son maître pour ce nouvel appareil, lui ait proposé d'enregistrer un extrait de texte alors que le train n'avait pas encore quitté la région de Londres. Il lui suffisait de provoquer un tumulte convenu, de renverser une chaise, de briser une vitre, de pousser un cri dans sa langue, puis de laisser reprendre le rouleau jusqu'à ce que l'on croie que ces sons correspondent à un moment ultérieur du voyage. Plus tard, quand Sir Alastair s'est assoupi, volontairement ou non, il a été relativement simple au père et au fils de descendre ensemble dans une petite gare comme celle-ci, en se mêlant aux ouvriers de 3e classe, tandis que le compartiment de 1re classe poursuivait son chemin. Vous pensez donc que Thomas n'est pas une victime passive, mais un complice? Je le crains, docteur, ou plutôt je l'espère, car cela signifie qu'il n'est pas tombé d'un train en marche et qu'il vit probablement encore, quelque part, sous l'aile de cet interprète. Vos spéculations sont ingénieuses, Holmes, mais nous manquons encore de preuves, et le ministère sera plus sensible à des arrestations qu'à des hypothèses. Nous allons vous en fournir, Lestrade, en remontant la trace de Kovaček dans ces quartiers où la langue officielle n'est pas toujours l'anglais. Notre enquête nous conduisit les jours suivants dans des rues de East End que j'avais rarement fréquentées, où se mêlaient enseignes en alphabet étranger, odeurs de cuisine inconnue et visages marqués par la fatigue d'une vie de travail brutale. Partout, le nom de Jean Kovaček revenait comme celui d'un homme respecté pour sa science des langues et pour la chaleur de sa parole, un homme qui savait expliquer aux ouvriers les petits caractères des contrats et à la direction les plaintes que l'on voulait bien lui confier. Nous apprîmes, par la bouche d'une veuve de mineur rencontrée dans un estaminet sombre, l'histoire tragique d'un éboulement dans une mine appartenant à Sir Alastair, où un frère cadet de Kovaček avait trouvé la mort. Selon cette femme, on avait forcé les survivants, à l'époque, à signer une déposition en anglais que l'on leur avait vaguement traduite, minimisant la responsabilité de la compagnie, ce dont le jeune Jean ne s'était jamais remis. Ce fut pour moi un choc de découvrir ainsi, derrière la figure un peu abstraite de l'interprète suspecte, la blessure très concrète d'un homme qui avait vu la parole servir d'instrument à une injustice. Voyez, Watson, comme il est dangereux de faire passer la souffrance des humbles par le filtre d'un seul traducteur payé par les puissants. Kovaček a appris ce jour-là que celui qui tient la plume ou la voix peut façonner la réalité, et je ne doute pas qu'il ait juré de retourner un jour cette arme contre ceux qui l'avaient maniée à son détriment. Nous découvrîmes aussi que Thomas, depuis peu, fréquentait ces mêmes lieux, non pas comme un ouvrier, mais comme un jeune gentleman curieux, cherchant auprès de Kovaček à apprendre la langue et la littérature de ces hommes venus du continent. Plusieurs témoins nous parlèrent d'un lien presque fraternel entre le fils de Sir Alastair et l'interprète, l'un apportant sa jeunesse et sa sensibilité, l'autre son expérience et son amertume. À mesure que ces éléments s'assemblaient dans mon esprit, la figure du criminel politique sans scrupules s'estompait pour faire place à celle d'un homme torturé par un idéal de justice mal canalisé. Cependant, Holmes demeurait inflexible sur la nécessité de ramener Thomas à son père, quelles que fussent les nobles intentions qui eussent pu guider son enlèvement. Je ne suis ni juge ni prophète, Watson, je suis un instrument d'éclairage, et mon rôle est de ramener les faits à la lumière, non de décider de l'usage moral qu'en feront les intéressés. Ce fut finalement une combinaison de patience, de chance et d'intuition qui nous permit de retrouver la trace des fugitifs dans un entrepôt désaffecté près des docks de la Tamise. Nous avons reçu un renseignement fiable selon lequel un groupe d'ouvriers étrangers se réunit régulièrement dans ce bâtiment, Holmes, et un jeune homme bien habillé a été aperçu en leur compagnie. Il est temps, Lestrade, de confronter nos récits à ceux de ces hommes et de voir quel cylindre l'emportera, celui de la police, celui de la presse, ou celui que nous allons graver nous-mêmes par nos actes. La nuit était tombée lorsque nous nous approchâmes du grand hangar de briques noircies, dont les fenêtres hautes laissaient filtrer une faible lumière jaunâtre. Des voix montaient de l'intérieur, des éclats de discours entrecoupés d'applaudissements, dans une langue que je ne comprenais pas, mais dont le ton passionné ne laissait aucun doute sur la nature des sujets abordés. Nous entrerons par la porte de côté. Holmes, la police a pris soin de boucler les issues, mais j'aimerais éviter un éclat qui tournerait à l'émeute. Laissez-moi passer le premier, Lestrade. Il arrive que la vue d'une pique plutôt que d'un bâton fasse tomber les manches retroussées. Nous franchîmes la porte latérale, et la scène qui s'offrit à nous reste vivement gravée dans ma mémoire. Sur une estrade improvisée se tenait Jean Kovaček, le visage éclairé par la lampe suspendue, parlant avec une ferveur grave à une assemblée d'ouvriers aux vêtements usés, parmi lesquels je reconnus soudain, assis au premier rang, le profil juvénile de Thomas.
Mes amis, dans toutes les langues que je connais, il existe un mot pour dire dignité, et aucun n'est plus noble parce qu'il sort d'une bouche portant un col amidonné. La phrase, prononcée dans un français coloré d'accent, me parvint plus clairement, comme si le destin avait voulu que je comprenne au moins cette portion de discours. Au nom de la loi, arrêtez cette réunion. Je vous somme de descendre de cette estrade. Lestrade venait de s'avancer, son badge de Scotland Yard brillant au revers de son manteau, tandis que quelques agents apparaissaient derrière lui. Inspecteur, vous arrivez à temps pour entendre aussi la traduction dans votre langue, car c'est à elle que nous voulons parler ce soir. Thomas s'était levé, le visage pâle, mais la tête haute, et il nous regardait avec une expression où la honte le disputait à la résolution. Père, je savais que Holm finirait par vous conduire ici, et je ne fuirai pas une seconde fois devant vous. Tu m'as déshonoré, Thomas. Tu as déserté ton compartiment comme un lâche, en compagnie d'un agitateur, et tu oses te tenir là, devant des hommes qui voudraient renverser l'ordre qui a fait notre fortune. Sir Alastair, il n'y a pas de fortune qui tienne quand la galerie s'effondre, et vous le savez mieux que quiconque, car c'est dans vos mines que mon frère a trouvé la mort, enseveli sous les économies de vos directeurs. Un murmure parcourut l'assemblée, car beaucoup semblaient connaître cette histoire tragique, et je vis le visage de Sir Alastair se durcir davantage. Vous avez été payé pour traduire, non pour juger, Kovacsek, et vous avez choisi de trahir la main qui vous nourrissait. Je n'ai trahi que la trahison, le jour où j'ai compris que ma voix servait à travestir la souffrance des miens en phrases acceptables pour vos conseils d'administration. Alors j'ai juré d'utiliser mes langues pour que, cette fois, les mots des plus humbles ne puissent plus être déformés par un seul cylindre de cire détenu par les puissants. Messieurs, permettez qu'une voix étrangère à vos crânes intervienne un moment, car il ne faut pas que la logique se perde dans le tumulte des convictions. Holm venait de s'avancer à son tour, les mains dans les poches, le regard calme, et sa seule présence sembla imposer un silence relatif à l'assemblée. Sir Alastair, votre fils n'a pas été enlevé d'un train en marche. Il est descendu d'un compartiment où il étouffait, en accord avec un homme qui lui promettait un air plus respirable, et cela, croyez-moi, change la nature de ce que vous appelez un crime. Quant à vous, Monsieur Kovacsek, vous avez usé de vos talents et de cet appareil pour fabriquer un récit sonore capable d'abuser la police, ce qui est une prouesse d'ingéniosité, mais aussi un acte punissable par la loi. Cependant, je ne suis pas ici pour compter des articles de loi. Lestrade s'en chargera mieux que moi. Je suis ici pour rechercher un point d'équilibre où la vérité ne soit sacrifiée ni à l'orgueil des uns ni à la colère des autres. Holm, votre éloquence ne doit pas nous faire oublier que nous avons un mandat d'arrêt à exécuter. Naturellement, Lestrade, mais laissez-moi poser une question à ces deux hommes avant que les menottes ne viennent clore le débat. Monsieur Kovacsek, quel était votre but exact en emmenant Thomas hors de ce train et en mettant en scène cette disparition? Je voulais l'arracher à un destin où il aurait été un instrument d'aussi de la même injustice qui a écrasé ma famille, et je voulais forcer son père à reconnaître publiquement son existence et à regarder enfin en face ceux qui travaillent dans ces mines. C'est vrai, Holm, j'ai consenti librement à quitter le compartiment, j'étouffais dans cette atmosphère de chiffres et de mépris, et je croyais trouver ici un autre sens à la vie. Tu aurais pu me parler, Thomas, au lieu de te jeter dans les bras de ce tribun de taverne. Quand je vous ai parlé, père, vous avez ri, et vous m'avez recommandé de laisser les livres d'ouvriers aux ouvriers, et de penser plutôt à la gestion des hauts fourneaux. La douleur dans la voix du jeune homme était telle que même la dureté de Sir Alastair sembla vaciller un instant. Nous avons donc, Lestrade, un acte illégal, certes, mais un enlèvement qui n'en est pas tout à fait un fils qui a fui un père plus que des ravisseurs et un interprète qui a voulu transformer un drame personnel en levier politique. Si vous enfermez Kovacsek pour de longues années, vous en ferez un martyr pour ceux qui l'écoutent, et vous renforcerez les discours les plus extrêmes, ce qui ne me paraît pas servir la paix sociale que vous avez mission de préserver. Que proposez-vous, Holm, car je ne puis pas simplement fermer mon carnet et éteindre mon badge. Je propose un échange qui satisfera aussi bien la lettre de la loi que certains besoins de la conscience. Sir Alastair, vous reconnaîtrez publiquement Thomas comme votre fils, vous l'installerez dans une position qui lui permettra de vivre sans honte et vous accepterez une enquête indépendante sur les conditions de travail dans vos mines.
En contrepartie, M. Kovaček s'engagera à quitter l'Angleterre et à ne plus se mêler directement des affaires de vos ouvriers, laissant à d'autres le soin de poursuivre par d'autres moyens la lutte qu'ils croient devoir mener. Vous me demandez de plier le genou devant un homme qui a volé mon fils. Je vous demande de réparer à moitié une injustice plus ancienne, et de comprendre qu'il vaut mieux un fils vivant qui vous contredit qu'un fils mort qui ne dira jamais plus rien. Si Sir Alastair tient sa parole et permet à Thomas de rester un homme libre dans une maison où il ne sera plus un secret honteux, je n'ai aucun désir de croquir dans une prison anglaise. Holmes, je peux bien reprendre ma route sur le continent. Je ne quitterai pas ce pays en fuyant comme un condamné, Holmes, mais je ne veux pas non plus être l'otage d'un arrangement. Vous resterez, Thomas, si votre père accepte de faire ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps, et vous serez libre de penser comme il vous plaira, en gentleman et non en fugitif. Je ne peux pas entériner officiellement un tel marchandage, Holmes, mais je puis, en homme raisonnable, user de la marge d'appréciation que me laisse mon mandat. Si Sir Alastair signe les engagements que vous avez évoqués, et si Kovaček quitte réellement le territoire, je puis convaincre mes supérieurs qu'il ne s'agit pas là d'un complot dangereux à étouffer dans l'œuf, mais d'une querelle privée résolue par des moyens inhabituels. Un long silence suivit ces paroles, pendant lequel on aurait pu entendre, au dehors, le clapotis de la Tamise contre les piliers des docks. Soit je signerai ce que vous voudrez, Holmes, à condition que mon nom ne soit pas traîné dans ces réunions comme celui d'un tyran vaincu, et que mon fils porte désormais le mien au grand jour. Je quitterai Londres dans le prochain paquebot pour le continent, inspecteur, et je laisserai derrière moi ce cylindre que j'avais cru pouvoir retourner contre ceux qui m'en avaient imposé un autre. Holmes sortit alors de sa poche l'appareil d'enregistrement et le cylindre qu'il posa sur la table improvisée au milieu d'un cercle d'hommes silencieux. Ce cylindre, messieurs, a failli devenir la vérité officielle de cette affaire. Il a failli faire naître dans les journaux et dans l'esprit du public le récit d'un attentat féroce commis par un agitateur étranger contre un noble industriel. En réalité, il ne contient qu'une petite scène répétée, un cri arrangé, un verre brisé au bon moment, bref la preuve que la voix la plus forte n'est pas toujours la plus sincère. Je propose que nous laissions ce cylindre sans valeur retourner à la cire dont il vient, et que nous confions à d'autres instruments, plus vivants, le soin de porter cette histoire là où elle doit aller. Il prit le cylindre entre ses doigts, le considéra un instant, puis le laissa tomber sur le sol où il se brisa en plusieurs fragments sous les yeux des ouvriers médusés. Ce geste, plus théâtral que je n'en avais l'habitude chez mon ami, fit sur l'assemblée une impression profonde, comme si l'on venait de briser le sceau d'une vérité imposée. Il faudra tout de même un rapport écrit, Holmes, et je compte sur vous pour y mettre votre petit grain de clarté. Vous l'aurez, Lestrade, et le docteur Watson se chargera un jour, peut-être, d'en donner une version que la postérité jugera à son tour avec toute l'indulgence qu'elle voudra bien accorder à nos erreurs. Ainsi se termina cette scène étrange, au cours de laquelle un criminel supposé avait été traité comme un témoin d'accusation et un grand industriel comme un prévenu moral. Les jours qui suivirent virent l'exécution des engagements pris cette nuit-là, et je pourrais, si cela entrait dans le cadre de ce récit, détailler les effets que produisirent, dans les journaux, la reconnaissance officielle de Thomas et l'annonce discrète d'une commission d'enquête sur les mines de Sir Alastair. Quant à Jean Kovaček, nous reçûmes un mot bref, quelques semaines plus tard, posté depuis une ville portuaire du continent, dans lequel il remerciait Holmes d'avoir transformé une probable tragédie en exil honorable. Holmes lut ce billet sans commentaire, puis le rangea dans le tiroir où il conservait certains documents qu'il jugeait d'un intérêt surtout humain. De temps à autre, lorsqu'il m'arrivait d'ouvrir ce même tiroir, je tombais sur un petit fragment de cire rescapé du bris du cylindre et je ne pouvais m'empêcher de me demander combien d'autres fois dans l'histoire un récit partiel avait été pris pour la totalité des faits. Des années plus tard, alors que Holmes vivait retiré dans son cottage du Sussex, entouré de ses ruches, je pris un jour avec moi ce petit appareil de laiton et de bakélite que Sir Alastair avait fini par me laisser en souvenir. Assis dans le fauteuil près de la fenêtre, je le tournai entre mes doigts, et il me sembla entendre encore, dans le silence de la campagne, le lointain roulement des roues sur les rails de la ligne du Nord. Je me surpris à songer que le monde moderne multipliait les machines capables de fixer pour toujours des instants de la vie, mais que ces instants, coupés de leur contexte, risquaient d'être plus trompeurs encore que les souvenirs flous des hommes. C'est pour remédier, si modestement soit-il, à ce danger que j'ai pris la plume à une époque où ces instruments sont devenus pour beaucoup d'entre vous des compagnons quotidiens, afin de rappeler qu'aucune voix, fût-elle enregistrée,
ne devrait être accepté comme unique juge des faits. Je refermerai maintenant ce long récit, mes chers amis auditeurs et lectrices, en m'adressant à vous avec la même simplicité que lorsque je m'adresse à mon fidèle compagnon au coin du feu de Baker Street. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté jusqu'au bout cette affaire inédite de Sherlock Holmes qui nous a conduit des compartiments feutrés de la première classe aux docks humides de la Tamise. Si les aventures de mon illustre ami vous ont diverti, instruit ou touché, permettez que je vous invite à soutenir cette chronique moderne en laissant un signe de votre appréciation. Un simple clic sur le pouce levé suffit parfois à encourager bien des narrateurs. Je vous serai également reconnaissant de vous abonner à cette série intitulée Affaires inédites de Sherlock Holmes, car c'est de votre fidélité que dépend la possibilité de vous conter encore d'autres enquêtes restées longtemps dans l'ombre. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce récit, de ses protagonistes, de ses énigmes et du dénouement que Holmes a su trouver au croisement du droit et de la justice. Si vous souhaitez soutenir davantage ce travail de narration, vous pouvez, si vos moyens le permettent, effectuer un don en suivant le code QR qui se trouve en bas à droite de cette vidéo ou le lien indiqué dans la description qui l'accompagne. Dans cette même description, vous trouverez également des liens vers d'autres œuvres d'une série tout à fait différente, des récits d'une autre nature qui pourraient aussi vous plaire, même si je ne m'étendrai pas ici sur leurs particularités. Je vous quitte pour ce soir en vous remerciant encore de votre présence attentive, en espérant que vous reviendrez écouter la prochaine affaire inédite de mon incomparable ami Sherlock Holmes. D'ici là, prenez soin de vous, gardez l'esprit ouvert et curieux, et recevez les salutations les plus cordiales de votre dévoué chroniqueur, le docteur John Wotton.